Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararibia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Ramadan Moubarak, Sahar Ramadan Nouan. Bon Ramadan, le Ramadan qui entame sa troisième semaine. Merci pour votre fidélité. D'abord, information, on évoque malheureusement à plusieurs reprises les détenus d'opinion, ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux, ceux qui ont fait partie et qui font partie aussi de cette révolution. En tout cas, Maître Fetta Sadat qui vient de publier donc le tribunal de Sidi Mohamed donc à Alger, condamnation à une peine de 1 an de prison ferme et 100 000 dinars d'amende pour Samia Sired, Zakia Medassi, Noura Ghana, Hichem Boumad, Omar Lerari et Ahmed Oussaïdan pour notamment publication, programmation de fausses informations de nature à porter atteinte à l'ordre public, publication et pièces de nature à nuire à l'intérêt national, atteinte à l'intégrité et le territoire national, incitation à attroupement non armé. Ça, c'est une information importante. On a une pensée effectivement à tous les détenus et leurs familles. Le titre de l'émission, Algérie, danger d'espionnage, de complot, d'ennemis extérieurs, remis encore une fois sur la table. On verra une vidéo dans quelques instants et vous allez voir que depuis plusieurs décennies, les chefs d'État, les présidents se succèdent en Algérie, mais il y a toujours cette théorie, ce message de peur, peut-être pour certains, ou peut-être une réalité, mais en tout cas depuis plusieurs décennies, la puissance, comme le dit si bien le président algérien, donc la puissance algérienne n'a pas réussi à démanteler, à faire face à ses ennemis, notamment étrangères, ou encore ses complots. Sans plus tarder, pour en parler avec nous, pour ouvrir l'émission, est-ce que Maître Nabila Smaïl est avec nous? Bonsoir Maître Nabila Smaïl, avocate, militante politique. Maître Nabila Smaïl? Oui, bonjour. Bonsoir maître, merci d'être là. Est avec nous pour une petite intervention, mais il était important de revenir à lui dans un instant puisque Jamel Gessoum est avec nous. Il va notamment réagir à cette interdiction, notamment des binationaux, d'intervenir, d'investir dans les médias algériens. Nabila Smaïl est avec nous, mais là c'est pas Jamila, c'est Jamel Gessoum. Bonsoir Jamel Gessoum. Ah, vous êtes en mute peut-être, en tout cas on a bien lu sur vos lèvres que vous étiez en train de nous dire bonsoir. Lias Djebali est avec nous, ingénieur économiste, militant politique, hirakiste de tout temps. Lias Djebali, bonsoir. Très bien. Et nous avons Atman Mazid qui est avec nous, militant politique, hirakiste. Atman Mazid, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous tes invités, bonsoir au peuple algérien et à tous les Algériennes et Algériens en Algérie tout d'abord, en France et ailleurs dans le monde. Merci Atman Mazid d'être avec nous. Maître Nabila Smaïl, je vais commencer avec vous car je sais que je vais devoir vous libérer. On va échanger quelques petites minutes. D'abord, vous êtes en Algérie, ce beau pays, ce pays que nous aimons tant. L'environnement, l'atmosphère pour les Algériens et les Algériennes aujourd'hui, on sait que, en tout cas, les images ont parlé d'elles-mêmes, nos invités aussi. Ce mois de Ramadan reste tout de même compliqué, notamment dans leur quotidien. C'est toujours d'actualité. Comment d'ailleurs vous vivez-vous cette situation cette année? D'abord, Sahar Bankom, merci de m'avoir invité et je salue vos invités et tous nos téléspectateurs. Moi, je ne peux pas faire l'exception de tous les Algériens. Nous achetons notre pain et nos légumes au même marchand de légumes et nous constatons tous c'est ahurissant de constater qu'il y a un laisser-aller total. On se pose des questions la question de savoir est-ce qu'il y a un pilote à l'avion. C'est le titre qui correspond à ce qui arrive en Algérie. Vous savez, nous sommes en train de constater et de vivre et de ressentir une colère montante par rapport, pas uniquement au prix des produits de première nécessité,
surtout pendant ce mois de carême, c'est surtout par rapport au mépris et par rapport aux mensonges qu'on nous distille tous les jours, ce matraquage médiatique à travers les chaînes étatiques qui disent que tout est bon, tout est كلش متوفر او جت اللحوم من السودان من البرازيل. Et le pauvre commerçant qui attend l'arrivée, hier j'étais surprise de voir qu'il y a une chaîne parmi les chaînes du pouvoir qui s'est baladée dans les rayons des grands espaces où le rayon viande était vide, et la journaliste avait interviewé certains consommateurs en disant كيفاش طبلة راهي طبلة كاينة لي فريغو كاينين بصح اللحم ما كاش. Et c'est ça. Donc il y a ce grand mensonge qui est répété par tous les responsables, comme quoi non c'est des quelques jours برك تدبدب في السوق je sais pas quoi, alors que تدبدب راه في الرسان ما راهش في السوق. تدبدب راه في la gouvernance. Il n'y a pas de gouvernance. Personne ne sait qui prend les décisions et personne ne sait est-ce que la réalité est transmise à ceux qui devraient prendre les bonnes décisions pour gérer ce pays un tant soit peu d'une manière un peu plus respectable. Parce que quand vous me dites est-ce que comment vous vivez le massacré. Le massacré, d'abord, il faudra retenir qu'on ne doit pas le vivre uniquement pour manger. Parce que ça doit se refléter aussi dans les comportements. Moi, quand je vois à travers les réseaux sociaux que l'oignon qui est à 300 dinars et qu'il y a une vidéo qui a fait exploser les réseaux sociaux, où les chargés de l'hygiène, moi je les appelle pas des éboueurs, moi je leur dis c'est des hommes qu'on doit saluer tous les jours, matin et soir. Ceux qui veillent à la propreté de nos rues et à la propreté de nos villes ont fait une vidéo qui faisait ressortir des kilos et des kilos d'oignons jetés dans les poubelles hashakoum. Donc il y a Ramadan, c'est pas uniquement tabla ou le bourak et tout. Ramadan c'est surtout ce comportement qui devrait être modéré. Mais faut-il encore on voit les Algériens quand même qui essayent de se battre tant bien que mal pour pouvoir nourrir leur famille. Donc c'est vrai que pour pouvoir vivre aussi ce mois de Ramadan dans le contexte, puisque ce n'est pas que effectivement rester sans manger et boire, mais c'est toute une hygiène de vie, un apaisement, une sérénité entre autres. Et c'est vrai qu'on voit des familles malheureusement confrontées à cette difficulté. Maître Nabila Smaïl, femme politique que vous êtes, avocate aussi de longue date, maintenant on l'écoutera tout à l'heure, mais je sais que je dois vous libérer, donc on vous donne la parole tout de suite. Mais on a notamment le patron du Conseil de la Nation, on a le chef d'état-major qui pour l'un appelle la jeunesse à se mobiliser beaucoup sur les médias informatiques pour son pays, à contrer cette pseudo ou ces réels dangers cyber internet. Comment il y a beaucoup de jeunes qui essayent de s'exprimer sur les réseaux sociaux, qui essayent de prendre part à leur pays, qui aujourd'hui sont derrière les barreaux. On sait qu'il y a un manque de légitimité, en tout cas il y a un degré de manque de légitimité pour le chef d'État, pour le patron de la nation, enfin pour les hommes et les femmes politiques du pouvoir en général. Comment vous réagissez à ces messages, à ces appels auprès de la jeunesse notamment ? Écoutez, la jeunesse algérienne n'a pas attendu qu'on l'appelle pour vouloir jouer un rôle dans l'édification d'un état de droit. La jeunesse algérienne est sortie dans les rues un 22 février 2019 pour dire basta et laissez-nous disposer de notre avenir, laissez-nous le droit de disposer de nos vies et laissez-nous le droit de vivre et d'avoir une part dans l'édifice et dans la construction de l'État. La jeunesse algérienne n'a pas à entendre des appels et elle n'attend pas ça. La jeunesse algérienne a besoin d'être sécurisée, elle a besoin d'être protégée, elle a besoin qu'on lui donne les moyens pour croire en leur pays. Elle a besoin d'avoir les moyens pour enlever de leur tête l'idée de quitter le pays. La jeunesse algérienne a compris que les discours officiels, d'où qu'ils viennent, sont des discours qui visent à tromper et sont des
discours vides de sens, parce que la jeunesse algérienne a compris qu'il y a un problème de légitimité qu'il faut d'abord régler, qu'il y a un problème de sincérité qu'il faut d'abord ressentir, il y a un problème de liberté et de droit qu'il faut surtout respecter. La jeunesse algérienne peine à trouver du travail. Les diplômés en Algérie, nous les voyons tous les jours, ils sont en train de courir dans tous les sens pour trouver un emploi digne. Ils se retrouvent en train de gérer tablaf le chômage. Tout à l'heure, quand je parlais de l'hygiène de l'esprit par rapport aux familles, moi je suis scandalisée quand je sors le soir et que je trouve qu'il y a des familles qui cherchent de la nourriture dans les poubelles. Quand vous me parlez d'un pays aussi beau, il n'est pas normal d'être algérien, de vivre dans ce pays aussi beau et aussi riche et d'avoir un peuple aussi pauvre. Nous n'avons pas le droit d'être pauvres. Personne en Algérie n'a le droit d'être pauvre. Si ce n'était la solidarité, si ce n'était cet esprit de solidarité, l'étant bénaléha, il y aurait eu beaucoup plus de mendiants dans la rue. Donc maintenant vous parlez de lancer un appel à la jeunesse pour s'investir dans les médias ou là. Qui va avoir le courage de s'investir dans un média contrôlé? Qui va avoir le courage de s'investir dans tout ce qui est contrôlé, muselé, et quand ça échappe, c'est la prison? Qui? Comment? Dites-moi comment on peut croire à un appel ou répondre à un appel quand il y a une crise de confiance. L'Algérie peine. Les Algériens veulent construire leur pays. Maintenant, vous parlez du code de l'information qui est passé haut la main sans aucune discussion. Vous parlez de tout ça. Mais moi, je vous parle des journalistes qui n'arrivent plus à écrire ce qu'ils devraient écrire. Ceux qui ont un code d'honneur. Et ce code d'honneur leur exige le droit de vérité et d'informer. Quand les journalistes n'arrivent plus à accomplir cette noble mission qui consiste à informer les citoyens, pour leur dire voilà ce qu'il y a, parce qu'on les informe, on ne les oriente pas. Le travail d'un journaliste, c'est d'informer le lecteur sur la réalité des choses, pas sur ce qu'on leur dicte et ce qu'on leur demande de dire. Quand vous voyez qu'il y a des journalistes que parce qu'ils ont fait leur travail se retrouvent derrière les barreaux, sur quelle base vous allez construire cette confiance? Sur quelle base cette jeunesse va répondre? Nous les voyons, ils ont créé des petites entreprises, ils peinent à relever la tête. Ils veulent créer, veulent travailler dans leur pays, les portes sont fermées à cause d'une bureaucratie que le chef de l'État lui-même reconnaît comme étant un cancer qui gangrène l'Algérie, qui gangrène l'administration. Donc il ne m'appartient pas à moi, la petite citoyenne algérienne qui a choisi de rester dans son pays et d'essayer de jouer un rôle pour sauver ce pays ou pour laisser quelque chose aux générations futures. Il ne m'appartient pas à moi de combattre la bureaucratie, il ne m'appartient pas à moi de combattre la corruption, il ne m'appartient pas de retenir les jeunes et de leur enlever le seul rêve qu'il y a dans leur tête, qui est de partir. Très peu sont les jeunes qui restent, qui essayent de résister, qui essayent de se battre. Mais il y a un sentiment de mal-vie et ça c'est de la désolation. Un dernier mot. Parce que oui. Un dernier mot, Maître Nabil Asmaïl. Une bonne nouvelle est tombée pour l'Algérie ce soir. Alors je mets peut-être une petite pointe d'ironie, mais voilà, on nous dit que dans un passé pas très lointain, dépêche qui est tombée là ce soir, il y a à peine une heure, dans un passé pas très lointain, les scandales de corruption étaient ramassés à l'appel. Cette période de malversations diverses, de fuite des capitaux, de trafic en tout genre et de collusion de l'oligarchie prédatrice avec certains hauts responsables est désormais révolue. On nous parle d'une diminution et on nous dit que la corruption est terminée avec ce nouveau pouvoir. C'est ce que dit l'APS. Vous êtes d'accord avec ça? Vous vous en réjouissez? Je m'en réjouis, je m'en réjouis bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me réjouis d'entendre ça, mais je pleure en constatant autre chose. Parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas de thermomètre pour mesurer le taux de corruption. Il y a un phénomène, il y a une corruption qui est devenue un mode de gestion. C'est dans les esprits. Donc, vous savez, ce qu'on dit et ce qu'on entend, malheureusement, est en total décalage avec la réalité. Ce qui fait de la peine, c'est que maintenant, c'est tout le monde qui a peur. C'est le corrompu et celui qui n'est pas corrompu. Donc,
Donc cette main de fer qui veut mettre fin à la corruption, elle est en train aussi de freiner les gens propres parce ils ont peur de travailler, ils ont peur de prendre des décisions. Et ça, et aussi il faut le dire, parce que on ne combat pas un phénomène instauré comme mode de gouvernance au bout de 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Merci, ça, c'est maître. la mentalité. Il faut d'abord donner les moyens, il faut sécuriser les fonctionnaires, il faut sécuriser tout le monde et laisser les gens travailler, leur donner ce qu'ils méritent et être correct et pas être chambette, blackwest, ça paralyse le pays. Moi je dirais, excusez-moi Chaben, même si je sais que c'est très difficile d'arrêter un avocat quand il parle, mais je dirais simplement en tant que politicienne qu'il ne faut pas perdre espoir. L'Algérie finira par trouver le cap. Merci. Elle finira par trouver sa voie. C'est une question de temps. Le Ma'arakat al-Wa'i que j'étais en train de lire en bas, Ma'arakat al-Wa'i, elle a été lancée, la pierre a été posée, l'édifice est en train de se construire. C'est une question de temps. Surtout, ne perdons pas espoir. Merci, maître. Merci. Sahaf Torek, merci maître Nabila Ismail d'avoir été avec nous. On va revenir sur cette petite vidéo qui retrace plusieurs hommes politiques, femmes politiques. On n'a pas tout mis parce qu'on pourrait en faire quelques heures, mais vous allez comprendre que de tout temps, cet ennemi extérieur, ce complot est toujours présent en Algérie. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. نجاح هذا الاستفتاء يشكل مصدر مخاطر على كل المخططات التي دبرت ضد الجزائر. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تفطنت لخطورة هذه المؤامرات. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر شعبها. الجزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر أصبحت مستهدفة بعدوان لأن الجزائر مقصودة من الخارج. أن الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة لأنها هزمت أكبر قوة وأخرجتها. الجزائر مستهدفة لأنها تملك مؤسسات منسجمة. مستهدفة بحرب إلكترونية. الجزائر يعني مهددة، أصبحت هدف. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. مؤسسة الجيش التي كشفت المؤامرات، تلك المؤامرات التي كانت تطبخ في دهاليز الغرف المظلمة الحاقدة على الجزائر. الجزائر أيضا مستهدفة بقوة. الجزائر مستهدفة من أن نعطي درسا. Voilà une des thématiques ce soir, un programme un peu chargé, mais tout est lié. J'ai envie de vous dire, Jamel Gessoum est avec nous pour réagir. Réagir 2-3 petites minutes. On aura peut-être le plaisir dans le cadre d'une autre émission d'y revenir. Mais voilà sur ce projet de loi. Donc ce que dit la nouvelle loi qui exclut de facto les binationaux du droit de détenir ou d'être actionnaire dans un média en Algérie. Cet article a fait débat contre. Alors je vais saluer mes collègues en régie et leur demander, voilà, encore un salut à toutes les équipes. Donc je reprends, cet article a fait débat entre les sénateurs, certains soulignant le paradoxe entre le fait que les binationaux sont courtisés pour les élections encore l'investissement en Algérie, mais empêchés d'accéder au capital des médias. Vous êtes mécontent, vous êtes même en colère, Jamel Gessoum, aujourd'hui, que le pouvoir s'en prenne notamment en binationaux quant à leur activité, leur implication dans les médias en Algérie. Effectivement, je vous remercie de me donner d'ailleurs la parole. Ce que j'ai envie de dire par rapport à cela, c'est que, bon gré mal gré, nous avons affaire à un État raciste, fasciste. C'est la première fois de ma vie que je le dis, mais on ne peut pas cacher. C'est-à-dire, c'est des mots assez forts tout de même, hein, c'est des mots qui pèsent. Non, mais c'est la réalité. Non, d'accord, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et en l'occurrence,
je me permets quand même de dire que lorsque des parents discriminent leurs propres enfants, hein, et ce qui est le cas par rapport à la diaspora, on va dire que ce sont des parents indignes. Que dire d'autorité, des autorités algériennes qui ont vous savez, la mère de la patrie et le père de la nation? Que dire d'un État qui discrimine tous ses enfants en sachant que, en plus, ceux qui se sont retournés contre l'Algérie n'avaient qu'une seule nationalité et pouvaient même être élus président de la République. Donc, mon propos, il est tout à fait clair. Je suis assez connu pour prendre parti pour le président. Comment vous comprenez ça? C'est vrai que d'un côté, on a une nouvelle loi qui parle d'encadrement. Alors, du côté du pouvoir, on parle d'encadrement, d'accompagnement, et d'un autre côté, on connaît la problématique du champ médiatique en Algérie, de la liberté d'expression. Mais comment vous prenez ça, pour vous, cette interdiction, elle veut dire pas d'ingérence, on se protège, on ne veut pas montrer ce qui se passe aussi en Algérie, enfin maintenant, avec c'est plus possible, mais comment vous la lisez, cette interdiction? Elle est plutôt… Avec des Algériens. S'il y a une ingérence avec les Algériens, pourquoi ne pas avoir un discours clair en nous disant « Vous n'êtes pas algérien, rendez-nous le passeport algérien ». Moi, je suis prêt à le faire. Si on me dit avec des propos clairs et nets « Vous n'êtes pas algérien », moi, demain matin, à 9h, je suis à l'ambassade d'Algérie, je leur rends leur passeport. Mais ça ne sert à rien de nous raconter des histoires à dormir debout, à chaque fois en nous disant « Oui, nous avons besoin de notre diaspora. » Mais selon vous, c'est vrai que d'un côté, on nous dit effectivement, d'un côté, le pouvoir a fait appel à sa diaspora. De l'autre côté, il y avait une sorte de rassemblement organisé à Colonel Fabien pour soutenir clairement le chef d'état-major et le président de la République. On a vu d'ailleurs des enfants de 7-8 ans porter le portrait du chef d'état-major. C'était assez particulier tout de même en 2023 comme image. Mais qu'est-ce qu'il y a selon vous? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'État algérien, dans cette loi, interdit les binationaux? C'est pour se protéger? C'est pour faire fermer, mettre plus menotter plus la liberté d'expression? C'est quoi son objectif? Ce n'est pas s'en prendre qu'aux binationaux tout simplement, je ne pense pas. Non, vous savez, il y a un terrain sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord, c'est sur tout ce qui relève du rationnel. Or là, nous sommes dans l'irrationalité la plus absolue. J'ai envie de dire que ceux qui ont fait voter cette loi, de mon point de vue et par mon expérience professionnelle, devraient relever d'un hôpital psychiatrique et pas d'autre chose. Il faut qu'on se mette bien d'accord entre les discours tenus et les actes qui sont mis en place. Et en l'occurrence, lorsqu'on discrimine des gens qu'on va appeler le 2 mai, lors de la visite du président Tebboune en France, là, de mon point de vue, ça relève de la plus grande psychiatrie. J'en discutais avec un ex-ministre il n'y a pas plus de 45 minutes de cela. Et il a soulevé une question par rapport à cette question-là, qui est tout à fait évidente, et de savoir qui a besoin de qui, ce qui est la réelle question. Les Algériens de France, et d'ailleurs, et moi je suis né en France, je n'ai pas besoin de l'Algérie pour vivre, je n'en ai jamais eu besoin. C'est l'Algérie qui a besoin de nous. Mais de là à ce qu'on vienne nous discriminer, comme on l'a fait depuis des années, pour dire ensuite ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, non. C'est un acte fasciste, c'est un acte raciste. Moi, je prévois même, si c'est vraiment voté, je vais aller déposer mon passeport algérien à l'ambassade en disant clairement, vous ne me considérez pas comme algérien, tenez votre passeport. Donc pour vous, c'est un… Très bien, merci Jamel Gessoum. Pour vous, donc, c'est un acte ni plus ni moins fasciste et raciste. Merci, on y reviendra certainement. Il est 19h27. On a deux autres invités, mais il fallait vous avoir, et c'est ça aussi, Elmar Al-Rabia, c'est d'essayer de donner un maximum de paroles à tout le monde, et c'est aussi de faire ressortir des éléments qui sont importants. Bonne soirée, cher Jamel Gessoum. Merci infiniment, Sahaf Torik. Athman Mazit, Liaz Djebali est avec nous. Athman Mazit, rebonsoir, merci d'avoir patienté sur ces deux premières interventions. Vous allez rester ensemble, nous allons rester ensemble tous les trois jusqu'à la fin d'émission. D'abord, le titre de l'émission, on a écouté tout à l'heure un certain nombre de responsables, d'hommes, de femmes politiques. Il y a toujours en Algérie cette théorie du complot, ce danger. Aujourd'hui, on est dans les cyberattaques. On a même un président du Conseil de la Nation et un chef d'état-major qui se mobilisent et qui transmettent à nouveau ce message. D'ailleurs, aussi en appelant les médias et en appelant même la jeunesse à se mobiliser. D'abord, cette théorie du complot, est-ce que on veut encore faire peur, entretenir les Algériens dans cette peur?
et les faire sortir un peu du vrai débat. Le débat, c'est l'économie, c'est la difficulté au quotidien, c'est les investissements, c'est aussi tous ces talents qui partent en Europe et qui font carrière ailleurs. On a la responsable de Pasteur à Paris qui est une Algérienne. On a une écrivaine dernièrement qui est encore en train de parcourir le monde aussi, qui est algérienne. Enfin, il y en a plein. Cette théorie du complot, Atman Mazit? Alors, cette théorie du complot, elle relève quand même déjà depuis, elle remonte à loin, hein, oui. Vous avez passé Zarwal, vous êtes remonté jusqu'à Zarwal, mais il fallait aller un peu plus loin, jusqu'à Ben Bella et Boumediene, en passant par Chadli qui a aussi, voilà, qui a sa part de responsabilité dans la situation actuelle de l'Algérie, il ne faut pas l'oublier. Donc ça c'est toujours la même rengaine, toujours le même refrain, c'est créer aussi un climat de suspicion, parce que quand on parle d'agression de l'étranger, qu'on interdit à un accès à certaines activités économiques en Algérie, à des Algériens qui vivent à l'étranger, au prétexte qu'ils vivent à l'étranger, ça crée une violence, ça crée un climat de suspicion. Alors on ne dit pas directement que ces Algériens de l'étranger, alors on le dit pour les harakistes, par exemple pour la place de la République, elle est ouvertement attaquée de toutes les manières. Dernièrement, depuis déjà il y a quelques mois, une campagne est lancée contre la place de la République, qui est un symbole du Hirak. Donc on attaque des symboles, on attaque quelques représentations de la volonté populaire, notamment par exemple, pour continuer sur le problème du Hirak. Aujourd'hui, le Hirak, la seule expression, le seul endroit où il s'exprime, la seule volonté populaire qui s'exprime encore, elle s'exprime à la place de la République. Donc, et elle est attaquée. Depuis la marche du 19 février, il y a eu une tentative d'incursion de venir perturber, créer des troubles pendant la marche du 19 février. Ils ont réitéré leur attaque le 19 mars en tentant de venir occuper la place de la République, qui est une place symbolique de la place de la République. Aujourd'hui, il y a des appels qui sont lancés à faire une marche, alors que toutes les marches depuis 2019, elles partent de la place de la République. Aujourd'hui, il y a des attaques pour dénaturer ce symbole et appeler à une marche qui viendrait de l'autre côté, on sait d'où, venir à la place de la République. Donc on commence à créer le trouble, à créer la suspicion, le doute et à semer l'ambiguïté sur les tenants et les aboutissants, qui sont les véritables acteurs de la scène politique en Algérie, tout ça pour créer un trouble, pour créer une incompréhension, pour créer des dissensions, des divisions au sein du peuple algérien, par la violence qui est inséminée, qui est instigée au sein de la population, la violence de l'État contre la population. Cette violence, elle diffuse dans la société, elle perturbe le fonctionnement normal d'une société qui est normalement appelée à se solidariser dans un contexte mondial compliqué, avec notamment la guerre, les tensions entre les États-Unis et la Chine, la guerre par proxy que mènent les Américains contre la Russie. Et dans un contexte comme ça de difficultés internationales, le bon sens voudrait qu'on appelle à l'unité, qu'on crée les conditions d'un apaisement et non pas d'une violence en instillant comme ça, en emprisonnant quiconque apporte une parole de contestation, parce que jusqu'à présent, le Hirak qui est la représentation, qui est l'expression du peuple, on refuse la violence. C'est un Hirak pacifique. Donc c'est si une c'est question un pacifique, y compris dans le langage, c'est une révolution aussi du langage. Je reviens à vous. Ce langage qui remonte à 62, de la conspiration, de l'ennemi extérieur, et donc, par déduction, un ennemi extérieur qui a des relais à l'intérieur, c'est créer une suspicion et créer le doute, créer la division,
qui est très très mauvais Le pour doute, la l'avenir peur de et l'Algérie. la division, c'est des mots qui reviennent. On va écouter ici le chef d'état-major Saïd Chengriha qui avertit les organisations subversives qui mettent à profit les moyens technologiques développés à des fins d'espionnage et de subversion et tentent de créer donc une certaine discorde au pays. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après. نتائج مشجعة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، وذلك من منطلق أن الفضاء السيبراني قد أصبح مسرحا للجريمة المنظمة والهجمات ضد المواقع الحكومية. وفي هذا الصدد تحديدا تقوم المنظمات التخريبية بوضع واستغلال وسائل تكنولوجية متطورة تعتبر كأسلحة خطيرة لأغراض التجسس والتخريب، تستهدف خاصة الأنظمة المعلوماتية للقطاعات الوطنية الحساسة والحيوية، وهذا من أجل محاولة خلق حالة الانسداد والفوضى والعمل على فك تلك الرابطة الوثيقة التي تجمع بين الشعب ومؤسساته. Voilà, donc des organisations qui tentent, je vous le disais, de créer des situations de crise et de chaos et de briser le lien étroit qui unit le peuple et les institutions. On sait qu'il y a ce souci, je le disais, de légitimité, de crédibilité. Voilà, il a demandé clairement donc au personnel de la gendarmerie, notamment, de veiller en permanence au renforcement des relations avec les citoyens à travers l'ensemble du territoire national. Et avant de redonner la parole à Lies Djebali, on va écouter ici Salah Goudjil, qui est le président du Conseil de la Nation, qui lui appelle cette jeunesse, le peuple, cette jeunesse consciente de se mobiliser. هذا القانون حول الإعلام في هذا المرحلة بالذات اللي يعيشها العالم، طبعا اللي تعيشها أيضا الجزائر. الإعلام عنده دور كبير وهام وخطير في نفس الوقت. اليوم عبر كل القضايا المطروحة عبر العالم من حروب، الإعلام عنده أهمية كبيرة، حتى نشاهد في بعض القضايا حرب الإعلام، موش حرب الأسلحة. حرب الإعلام أخطر من حرب الأسلحة. Voilà, Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, qui revenait notamment sur la mobilisation de la jeunesse, les citoyens conscients. On le disait encore tout à l'heure, ces jeunes, en discutant à la rédac, mais ces jeunes conscients, ces jeunes qui ont envie de se mobiliser, tentent de se mobiliser, mais se retrouvent derrière les barreaux. Et quelle liberté ils ont aussi. Et puis, il y a cette question de légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui, le président du Conseil de la Nation, le président de la République, le chef d'état-major qui intervient peut-être d'ailleurs, c'est une question que je pose à mes invités sur des champs qui ne le concernent pas spécialement, mais en tout cas, sont-ils crédibles? Ont-ils réellement la légitimité de donner ces informations et ces conseils aux Algériens et aux Algériennes? Lies Djebali. Alors, merci Chapelle pour votre invitation. Moi, je dirais que c'est le trio octogénaire qui vient de nous pondre la fameuse théorie du complot, la thèse conspirationniste selon laquelle il y a un événement qui est planifié en dehors du territoire algérien dont le but est de porter atteinte à l'intégrité territoriale et de porter atteinte à l'unité nationale et de porter atteinte aux intérêts de la nation. C'est-à-dire cette théorie qui vient de l'inventer, qui vient de la pondre, ni plus ni moins, elle désigne, nous la diaspora, Algériens de l'étranger, vivant en France et ailleurs dans le monde, coupables, nous sommes des coupables idéaux, ou coupables sans preuve, pour
c'est-à-dire porter atteinte à l'intégrité territoriale ou pour porter atteinte à l'intérêt de la nation. Au fait, c'est un régime qui a perdu le sens de la raison. C'est un régime qui n'a plus où mettre la tête, qui ne trouve plus son pied où danser. C'est un régime complètement aux abois, complètement qui a perdu le sens surtout de la raison. Il n'est plus dans un système de raisonnement. Il a perdu le discernement, on appelle ça le sens de discernement. Montesquieu disait que l'état nature de l'homme, l'homme est foncièrement bon. Montesquieu qui le disait. Mais moi, je contredis ce que dit ce Montesquieu parce que notre régime, il n'est pas bon. Foncièrement, il est diabolique. Il est en train de creuser, il est en train de stigmatiser, il est en train de nous rendre aux yeux de nos compatriotes à l'intérieur du pays. Nous sommes en train, nous sommes khawana, nous sommes des traîtres, nous portons atteinte à l'intégrité territoriale. Après avoir anéanti le Hirak, après avoir mis fin au Hirak à l'intérieur, il reste les Algériens de l'étranger, aux vivants à l'étranger. Nous continuons de militer pour instaurer un état de droit. Il veut anéantir, mettre fin à ce militantisme de la diaspora, en train de créer des dissensions, des divergences sociales, de créer le doute, la suspicion qui est dangereux. C'est-à-dire porter un message clair aux compatriotes de l'intérieur. Attention, cette diaspora, c'est une diaspora diabolique, elle risque de porter atteinte. Regardez, il est où le raisonnement? Quand on entend M. Tebboune qui dit « Nous avons besoin de la diaspora », elle fait partie intégrante du peuple algérien. Elle est apte, capable de contribuer à la construction de l'État, à la construction et de consolider les institutions de l'État algérien. Quand on stigmatise, oui, je ne dirais pas un raciste, je dirais c'est discriminatoire à notre égard. Oui, c'est quelque chose de discriminatoire. Quand il veut, c'est-à-dire mobiliser la jeunesse, qui représente 70%, mais cette jeunesse, elle a besoin de travailler. Il y a 1,5 million de chômeurs. Alors que Tebboune disait 600 000. Quand vous voulez mobiliser cette jeunesse, et vous avez libéré l'un des plus grands corrompus de la planète algérienne, qui sont Mesli, qui était plombier, qui était le périscope de Taufir, qui surveillait tous les va-et-vient au Club des Pins, qui a dilapidé 190 millions de dollars. 190 millions de dollars au vu des gens. Quelle impunité, mon Dieu! 190 millions de dollars, c'est de quoi construire des hôpitaux, des cliniques, d'investir pour que cette jeunesse ne prenne pas le bateau, ne prenne pas le beauté. Voilà le discours. C'est un discours qui est creux. Le régime algérien ne connaît pas la presse. Le régime algérien ne connaît pas c'est quoi la démocratie. Le régime algérien, il est en perte de vitesse. C'est une perte de vitesse qui est constatée. Maintenant, on vient de nous pondre des lois au vu je veux dire, de tout le monde. C'est malheureux, c'est malheureux. Je ne vais pas déposer mon passeport algérien parce que nous sommes algériens et nous sommes fiers de notre algérianité. C'est pas monsieur Tebboune ou c'est pas monsieur Chengriha ou c'est pas monsieur Salih Boujid, président du Conseil, qui va nous dire vous n'êtes pas algériens, vous êtes des Algériens de seconde. Je suis désolé, nous sommes algériens de père et de mère. Quel est votre... Lies Djebaili, nous avons des liens avec notre pays. Lies Djebaili. Le Hirak, vous savez c'est quoi? Le Hirak, c'est leur bête noire, c'est leur cauchemar, c'est leur fantôme. Le Hirak va continuer parce que le Hirak, c'est pas question fixe. Lies Djebaili, je ne sais pas si vous m'entendez, une réaction, et je vais demander la même réaction à Atman Mazi juste derrière, mais vraiment une petite minute là-dessus. On a compris que pour Jamel Guessoum, exclure les binationaux, notamment pour investir, travailler avec les médias, et puis c'est pas plus mal aussi qu'il y ait des expériences comme ça, des échanges qui se fassent. Pour lui, effectivement, c'est du racisme, de la discrimination, du fascisme. Mais selon vous, messieurs, à tous les deux, effectivement, là, il y a des lois qui sont pondues sur le champ syndical, le champ politique, le champ médiatique. Pourquoi exclure des binationaux? C'est tenter de vouloir que tout le monde reste enfermé dans ce pays. Il y a un risque derrière ça que les binationaux interviennent demain dans certains médias?
Oui, parce que les binationaux ou bien la diaspora, on peut être binational, c'est-à-dire porteur de deux nationalités, ou on peut être algérien résident en Europe. En tout cas, lui, c'est-à-dire, bon, je pense qu'il stigmatise les binationaux qui sont porteurs. Mais qu'est-ce qui leur fait peur, pour aller vite, parce que le temps, qu'est-ce qui leur fait peur? Ça pourrait être une richesse d'avoir des Algériens qui vivent en Angleterre, enfin en France, peu importe où, et qui apportent aussi, qui prennent la richesse des Algériens en Algérie. Qu'est-ce qui leur fait peur, clairement? Et ce qui leur fait peur, c'est que ces binationaux ou ces compatriotes binationaux leur fait peur, c'est parce qu'ils sont porteurs de messages, d'espoir. Parce qu'ils militent pour un état de droit, parce qu'ils ont vécu à l'étranger, ils voient comment les institutions démocratiques fonctionnent, ils voient c'est quoi un état de droit. Ils ont plus de liberté aussi peut-être. Plus de liberté aussi. Les messages sont passés au-delà de la Méditerranée. Parce que ce message, s'il passe au-delà de la Méditerranée, il risque de déstabiliser et de faire bouger les lignes rouges. C'est clair, le raisonnement est clair. Atman Mazid, sur une réaction là-dessus aussi, vous allez dans le même sens que l'Ias Djebali, ou c'est plutôt positif de dire les binationaux, nous on n'en veut pas, voilà, on fait les choses entre nous, on est en sécurité. Ça participe toujours de la même stratégie, créer des frictions au sein de la population algérienne entre différents intérêts, parce que tous les Algériens n'ont pas la même vision de l'Algérie de demain, n'ont pas les mêmes priorités quotidiennes, n'ont pas les mêmes impératifs, qu'ils soient économiques, culturels, religieux, donc voilà. Et c'est toujours de créer le buzz, de créer une conflictualité, de créer un conflit, une opposition au sein de la population qui leur permet à eux de créer donc des gens de mobiliser, de permettre l'émergence d'un groupe qui va s'opposer sur une revendication sectorielle, voilà. Parce que le problème de l'Algérie aujourd'hui, le problème de la presse en Algérie, ce n'est pas l'accès qu'il y ait personnellement que la diaspora en Europe ou ailleurs dans le monde participe ou pas à l'action. Qu'est-ce que ça va changer sur l'état de la presse en Algérie? Est-ce qu'il y a une presse? Est-ce qu'il y a un accès? Est-ce que les journalistes qui sont là-bas, est-ce qu'ils ont ça leur permettra de mettre en pratique la charte de Munich? C'est un état. La presse, c'est un pouvoir. Comment est-ce qu'un pouvoir, le pouvoir exécutif, peut lui-même gérer le pouvoir de la presse? Il faut que ces pouvoirs soient indépendants les uns des autres, et pour que la presse soit indépendante, c'est à elle de s'organiser par elle-même en se libérant du joug de l'État, en ayant une indépendance économique, ou du moins, s'il y a des subventions, qu'elle ne relève pas des intérêts politiques ou d'un diktat politique. C'est toujours les mêmes problèmes. On crée un problème pour qu'il y ait un groupe de personnes, un groupe d'Algériens qui revendiquent ce problème et qui, par là même, se désolidarisent du reste de l'Algérie. Comme tout, par exemple, la cause Amazigh, nous ne voulons pas la sortir du cadre du Hirak, parce que la cause Amazigh, ce n'est pas une cause sectorielle, ce n'est pas une cause d'un groupe populaire, d'une partie du peuple algérien qui ne concerne pas l'ensemble de l'Algérie. La cause du Amazigh, elle doit être inscrite dans le Hirak. Alors vous faites allusion, vous faites peut-être qui vise à sortir cette revendication du cadre du Hirak. Il n'y aura aucune liberté de la presse sans le succès du Hirak. Il n'y aura pas d'amélioration économique. Il n'y aura pas de progrès dans l'éducation, dans l'université, dans la santé. Rien ne se réglera en dehors du Hirak. Et toutes les tentatives de créer comme ça des foyers de contestation, le pouvoir gère ces foyers, il gère ces petites contestations les unes après les autres, et ça permet d'entretenir un climat, et sa pérennité, elle se fait justement sur ces petites crises qu'il alimente lui-même, dont celle dont on parle, l'accès
à la presse de la diaspora algérienne. Merci Atman Mazid. Je reviens à vous. Dernier point. Alors on y reviendra dans le cadre de nos émissions. Il est annoncé une marche le 23 avril prochain, notamment pour retrouver et réunir le peuple amazigh. Et il y a un débat qui se pose effectivement. Pourquoi dissocier les deux? Vous venez de donner votre point de vue, Lies aussi, mais on y reviendra dans le cadre de nos émissions. Il nous reste vraiment deux petites minutes d'émission. Lies Djebali, une petite minute là-dessus. Vous êtes heureux. L'APS donc vient d'annoncer que la corruption c'était fini en Algérie. Vous savez, non, la corruption n'est pas finie. La corruption devient un critère déterminant dans la gestion des institutions de l'État algérien. Quelle impunité quand on libère. C'est-à-dire, c'est très simple. Donc, on a vu les frères Oulmi, on a vu les Mezlik, on a vu maintenant les frères Kouninef, Haddad, les Zour, les Yahya, les Sellan, les Bedoui. C'est-à-dire, ils envoient un message clair pour calmer les Algériens, 3-4 ans et après on libère. C'est juste, c'est entre eux, c'est de la cuisine entre eux. Au fait, c'est facile de dire un Algérien peut faire 3 ou 4 ans de prison et garder des milliards. C'est vraiment, on est dans un état de non-droit, des détenus d'opinion qui ont écrit qui ont fait une petite publication, qui ont laissé leur famille, ils se retrouvent derrière les barreaux, alors qu'ils ne sont pas encore jugés, et où nous avons des têtes, des barons quand même, des barons qui ont dilapidé des deniers publics, et ce n'est pas des millions de dinars, c'est des centaines de millions d'euros. Après 3-4 ans, on les libère, c'est un règlement de compte, on libère, c'est généralement, ça prête, la suite, elle sera sombre pour l'Algérie. Atman Mazid, on n'a pas encore fini avec ce régime qui n'a pas compris que l'apaisement, que le retour à la raison, que le retour à l'état de droit, c'est la seule solution pour construire un État. Et ce régime ne peut pas construire un État sans liberté. Merci Lies. Merci Lies Djebali. Une réaction à Atman Mazid, l'APS, donc qui nous dit que la corruption c'est terminé. L'APS qui revient sur l'ex-ministre des PME, PMI Nassim Diafat, qui a abusé de ses fonctions, qui est dans les mains de la justice aujourd'hui. 40 secondes là-dessus, bon, c'est un sujet qu'on évoque beaucoup. Une bonne nouvelle, c'est fini la corruption en Algérie? Bah écoutez, la fin de la corruption, elle ne se décrète pas, elle se construit. Elle se construit avec des outils, des organismes indépendants de l'État, qui ont le pouvoir d'investiguer, qui ont un large pouvoir d'investigation pour combattre la corruption. Et la corruption, on en vient au bout de quelques années, parce que compte tenu du niveau qu'elle a atteint, la pourriture, elle a gangréné toutes les institutions de l'État, que ça soit dans l'armée, dans l'économie, y compris, je vous dis. Merci, cher Atman. Dans la religion, il y a des gens qui partent, qui vont faire le Hajj avec des passeports achetés, ils donnent des pots de vin. Un vrai démantèlement, effectivement. Merci, cher Atman Mazid, d'avoir été avec nous. Maître Nabil Asmaïl, Jamel Gessoum, Lies Djebali, Sahal Ftoronwan, Sahal Ftorkouf. Bon appétit, à demain je l'espère. Dans un instant, Jamel Din Ben Chenouf, bonne soirée.